nous allons, dans cette séquence vidéo, travailler sur un texte. Je vais travailler sur le texte de Bouclet et de Huguet. C'est le troisième texte. Agir simultanément sur les compétences et sur l'organisation du travail. Un nouveau défi pour les formateurs. Et on va voir que le texte de Bouclet et Huguet a de nombreux points communs avec le texte de Beaujolin. Je vais essayer de répondre à la question suivante. En quoi les démarches de formation-organisation décrites par les deux auteurs, Bouclet et Huguet, se rapprochent-elles des démarches de transformation qualifiante décrites par Beaujolin? Je vais développer 3 points pour dire tout d'abord que ces démarches, toutes ces démarches, elles ont les mêmes finalités. Deuxièmement, la philosophie d'action est la même, ou quasiment la même. Et troisièmement, les méthodologies qui sont au fondement des démarches de formation-organisation et des démarches de transformation qualifiante sont similaires. Revenons sur chacun de ces points. Tout d'abord, elles ont les mêmes finalités. En effet, elles partagent tout d'abord, les démarches de formation-organisation partagent avec les démarches de transformation qualifiante décrites par Beaujolin les mêmes finalités. En fait, il y a une double finalité. Premièrement, première finalité, il s'agit de développer les compétences des membres de l'organisation. Et deuxièmement, deuxième finalité, il s'agit dans le même temps de faire évoluer l'organisation du travail. Il s'agit donc en fait de transformer l'organisation du travail. Donc, les objectifs poursuivis à travers les démarches de formation-organisation portées par Bouclet et Huguet sont similaires aux objectifs qui sont ceux des démarches de transformation qualifiante. Deuxième point important, la philosophie d'action est la même. Les philosophies sont les mêmes globalement. Dans les deux cas, dans le processus même de changement, on va tolérer une certaine incertitude tout au long du processus de formation. Et on considère d'ailleurs que cette incertitude, elle est en elle-même une source d'apprentissage, à condition de la gérer correctement. Donc l'incertitude n'est pas un obstacle, c'est une condition sine qua non de la démarche de changement. L'enjeu ensuite, c'est de la piloter, de la gérer correctement. Mais il faut l'accepter. Et il est dans les deux cas impossible de définir a priori une progression pédagogique. On ne sait donc pas, dans les deux cas, quel type de compétences nouvelles vont émerger du côté des acteurs. Il est également impossible, dans les deux cas, de savoir quelles vont être finalement les retombées de ces démarches de changement sur l'organisation du travail. Et donc, il faut être capable de tolérer cette incertitude tout en gérant cette incertitude tout au long de la démarche de changement. Donc, les philosophies d'action sont les mêmes. Et puis, les méthodologies sont similaires. Elles sont similaires sur de nombreux points. Alors, on peut identifier au moins 4 points communs du point de vue méthodologique, 4 points communs à ces deux ensembles de démarches. Premièrement, du point de vue des acteurs concernés par la démarche de formation. Dans les deux cas, on tient compte des collectifs de travail existants. On part des collectifs de travail existants et on accorde de l'importance au point de vue des opérationnels. Deuxièmement, dans les deux cas, on sollicite la participation des collectifs d'opérateurs, de la hiérarchie de proximité, des autres services et de la direction qui va avoir plutôt un rôle de pilotage de la démarche de changement. Donc, on tient compte dans les deux cas du point de vue des différents acteurs. Troisièmement, dans les deux cas, on va tester les propositions faites par les collectifs d'opérateurs, propositions qui peuvent en fait déboucher sur autant de micro-changements, lesquels doivent contribuer in fine à faire évoluer l'organisation du travail. On est donc face à un changement de type incrémental dans les deux cas. Le changement va se faire progressivement, le changement va se faire par touches successives. C'est un processus temporel qui se déploie dans le temps. Et puis, quatrièmement, dans les deux cas, les formateurs, qui sont avant tout des formateurs consultants, et pas seulement des formateurs entendus au sens étroit du terme,
doivent posséder un certain nombre de compétences, et pas des moindres. Compétences pédagogiques, bien évidemment. Capacité d'analyse, il s'agit d'être capable d'analyser le contexte organisationnel, être capable d'analyser les pratiques professionnelles, être capable de comprendre l'état de l'organisation du travail, les enjeux des différents acteurs, compétences d'animation également. Tout au long du processus temporel, du processus de changement, il va falloir animer des réunions, des rencontres entre les différents acteurs. Ces rencontres peuvent être parfois chargées de tensions. Compétences en matière de conduite de projet, qui renvoient à une capacité à analyser les jeux d'acteurs dans l'organisation, à une capacité à agir sur les différents acteurs pour les impliquer dans la démarche, et qui renvoie aussi à une maîtrise d'une méthodologie de conduite de projet. Donc, ces consultants, ces formateurs consultants doivent en effet posséder tout un ensemble de compétences pour mener à bien ces démarches de changement. J'en ai terminé avec le texte de Bouclet et de Huguet. J'en ai terminé sur le travail que je voulais faire avec vous sur les liens entre la formation et le développement des compétences. Au revoir.